tout ça, l'optique, le son, l'électricité, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. La caméra que vous avez dans la main, là, elle contient 2 millénaires de science, quoi. Bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo Culture Génum en compagnie d'Étienne Gis, qui est mathématicien, directeur au CNRS et directeur de recherche à l'ENS Lyon, qui va nous parler d'un autre mathématicien d'une période un peu plus ancienne puisqu'il s'agit d'André-Marie Ampère. Bonjour Étienne Gis. Bonjour. Et bienvenue. Donc, est-ce que vous pouvez déjà nous dire où nous sommes? Où est-ce qu'on se trouve? Eh bien, nous sommes à Pau-les-Mieux, dans une maison absolument magnifique. Donc aujourd'hui, c'est un musée, c'est le musée de l'électricité. Il faut rappeler aux personnes qui nous regardent que donc, Ampère est né à Lyon, que vous êtes également lyonnais et que vous vous êtes intéressé à Ampère via une association, je crois, qui... Voilà, l'histoire est très courte, c'est qu'il y a une association de jeunes lyonnais qui produit des bandes dessinées chaque mois sur un thème qui n'est pas forcément scientifique, mais qui est toujours lyonnais. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer un dessinateur et une scénariste qui avaient fait une bande dessinée autour d'un mathématicien lyonnais qui s'appelle Desargues. Et on s'est posé la question de savoir si on ne pourrait pas faire quelque chose d'analogue. Et donc on a, entre guillemets, cherché un scientifique lyonnais et j'ai pensé à Ampère. Parce qu'Ampère était un mathématicien, un physicien, un philosophe, un biologiste, un théologien, un amoureux surtout, puisque si on voulait résumer Ampère, je crois que c'est un seul mot, quoi. C'est un passionné. Il a été passionné tout au long de sa vie par toutes sortes de choses extrêmement différentes. On pourra en parler de quelques-unes de ses passions. Il est resté un peu dans l'histoire à cause de l'électricité. Donc oui, là, notre discussion, on a décidé de ne pas trop l'orienter vers la physique, vers les mathématiques, mais plutôt de présenter cet homme dans son époque et puis dans sa diversité. Voilà. Donc, pour revenir avec ce lieu, donc c'est un lieu où il a passé son enfance. C'est-à-dire, son père était un bourgeois lyonnais, je crois un soyeux, qui était assez riche et qui a décidé de prendre une retraite anticipée, comme on dit. Et il a acheté cette maison et il est venu y habiter avec ses enfants, avec André-Marie, et qui avait une sœur. Et donc André-Marie est arrivé ici très jeune, je ne sais plus très bien à quel âge, et il a passé toute son adolescence, toute sa jeunesse ici, dans la campagne. Il faut savoir que le père de André-Marie était un représentant assez typique du siècle des Lumières, un personnage très cultivé, qui était un admirateur de, on peut dire, la philosophie de Jean-Jacques Rousseau, et qui avait décidé d'élever ses enfants en suivant les préceptes de Rousseau, c'est-à-dire de laisser les enfants dans une liberté absolument totale, ne jamais les obliger à apprendre quoi que ce soit, ni même à écrire, les laisser attendre le moment où ils souhaitent apprendre l'écriture, ou la lecture, ou apprendre les mathématiques, ou le latin, comme ils le souhaitaient. Alors, une chose qui est intéressante, c'est que M. Ampère, père, avait une bibliothèque extraordinaire, dans laquelle il y avait en particulier l'encyclopédie de Diderot. Et on raconte que le petit fiston, André-Marie, a appris à lire dans l'encyclopédie. On raconte aussi que, sur la fin de ses jours, Ampère pouvait encore réciter par cœur des articles entiers de l'encyclopédie. Donc il a eu cette formation tout à fait atypique du jeune homme qui n'est soumis à aucune contrainte, qui lit ce qu'il a envie de lire, et il bouffait de tout, quoi. Il bouffait de la littérature, des maths, tout. L'une des conséquences qui ont été très importantes pour la vie d'Ampère, c'est que, par exemple, il n'a pas appris les bonnes manières. Il était souvent très impoli. Il n'était pas capable de suivre les conventions. D'accord, c'est-à-dire les conventions sociales. Voilà, on raconte des tas d'anecdotes comme très âgé déjà. Il était dans un repas un peu mondain, et il n'aimait pas la nourriture, et bien
ça ne le gênait pas de dire publiquement devant tout le monde que c'était mauvais, par exemple. Voilà. Il était mal élevé dans le sens qu'on donne aujourd'hui. Ça veut dire que son papa et sa maman ne lui ont pas expliqué que on met ses mains sur ses genoux en mangeant et que on ne parle pas pour interrompre les adultes. Donc une éducation un peu spéciale et qui a produit un homme original, très distrait, qui faisait beaucoup de bêtises, qui n'était pas capable même de s'habiller convenablement. Ses étudiants, toute sa vie, se sont moqués de son habillement. Enfin, on reparlera peut-être après. Mais peut-être parce qu'ils s'en fichaient, peut-être que c'était une forme de liberté. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je pense que cette liberté est certainement liée à cette non-éducation donnée par ce père assez extraordinaire. Alors pour peut-être continuer sur le père de André-Marie, donc il était ici à Paul-les-Mieux. La Révolution française, 1789, s'est passé de manière extrêmement violente à Lyon, comme vous le savez. Dans un premier temps, Lyon était anti-révolutionnaire. Le père d'André-Marie a accepté de retourner à Lyon pour y exercer la fonction de juge de paix. Et dans Lyon, il a emprisonné le responsable des Jacobins à l'époque. Et puis en 1793, la Convention, il y a eu des massacres, ça a été extrêmement difficile à Lyon, hein. Beaucoup de gens sont morts, et la Convention est entrée dans Lyon, et la première chose qu'ils ont faite, ou l'une des premières choses qu'ils ont faites, c'est de condamner à mort le père d'André-Marie, qui a été guillotiné, je crois, sur la place Bellecour en 1793. Pour André-Marie, ça a été, on peut le comprendre, mais un choc et d'une extrême violence. Et tous les biographes disent qu'il est resté prostré pendant plus d'un an, en ne lisant plus rien. Il était très jeune. Il est très 93, jeune. Voilà. Il a moins de 20 ans. Il a moins de 20 ans, tout à fait. Il avait 18 ans. Et donc, il va commencer... c'est quelqu'un d'assez précoce, c'est-à-dire qu'il va commencer ses premiers écrits scientifiques. Je ne sais pas si on peut le... Si. Alors, c'est très amusant parce que, justement, je pense qu'il faut bien comprendre que Ampère était un scientifique, bien sûr, mais pour lui, il s'intéressait vraiment à tout. Hein. Donc, dès le plus jeune âge, il écrivait des poèmes, des chansons, il se promenait dans la nature. Et la science était l'une des choses qui l'intéressait, mais il y avait beaucoup de choses qui l'intéressaient. Et donc, si vous me posez la question de savoir quelles sont ses premières contributions scientifiques, eh bien, à l'âge de 13 ans, André-Marie a soumis son premier manuscrit à l'Académie des sciences de Lyon. Hein, l'Académie des sciences et belles lettres et beaux-arts de Lyon. Et donc, il a soumis un manuscrit enfantin, comme beaucoup d'enfants ou comme beaucoup de moins jeunes, il a tenté de résoudre la quadrature du cercle. Hein, alors, bien sûr, sans y réussir. Voilà, donc très jeune, il s'est intéressé à ça. Mais ça serait une erreur que de penser qu'il ne s'intéressait qu'à ça. Il s'intéressait à la littérature. Par exemple, il est devenu un très très grand spécialiste d'italien. Il est devenu professeur d'italien à un moment. Ah bon. Il a écrit de grandes, je sais pas si des tragédies, des grands textes en latin, très, très profondément religieux aussi. C'est le moment où il écrivait aussi des grands textes que je n'ai pas lus, donnant diverses preuves de l'existence de Dieu. Enfin, il y a un foisonnement tout à fait impressionnant. Et puis, 1796, donc 3 ans après la mort de son père, alors là, c'est l'événement de sa vie. Il croise Julie. C'est probablement la chose la plus importante qui lui est arrivée dans toute sa vie. Il a croisé Julie. C'est vraiment une relation amoureuse d'une sincérité et d'une profondeur extraordinaire. Alors comme il écrivait tout, on a trouvé aujourd'hui un cahier qu'il a appelé Amorum, et qui est uniquement consacré à son amoureuse, Julie. C'est très intéressant parce que lui, aujourd'hui on dirait il est foufou. Il va dans tous les sens, tout ça. Et sa fiancée, Julie, elle est raisonnable.
Alors elle lui écrit toujours des trucs, c'est très mignon, elle lui écrit tu devrais, je sais pas, tu devrais faire attention à changer de pantalon, ou des choses comme ça, c'est vraiment Ils vivent très pas drôle. ensemble, ils sont fiancés. Non, vivent non, pas ils ont ensemble. été fiancés avant d'être mariés. Alors à l'époque, peut-être dû à cette éducation un peu étonnante, il n'a jamais été à l'école. Il n'a jamais été à l'école. Et donc, arrivé sur le coup des 1796, donc il a quel âge? Il a 21 ans. En 1700, il n'a pas de boulot. Il est bon à rien. Il connaît par cœur l'encyclopédie, mais c'est pas comme ça qu'il aura du boulot. Il y a eu des longues fiançailles parce qu'il fallait qu'il trouve un job D'accord, oui, il ne pouvait pas se marier pour avoir pour pouvoir financièrement. entretenir. Alors, ils sont revenus à Lyon et il a trouvé un métier et il s'est déclaré professeur. Donc il faisait des cours de physique, des cours d'italien publics. Donc quelque part on trouve des affiches, voilà, il mettait sur les murs, je vous donne des cours, venez suivre mes cours. Et, voilà. Et donc il s'est transformé quelque temps en professeur à Lyon. Et là, en 1800-1801, j'ai oublié les dates exactes, c'est certainement l'année la plus heureuse de sa vie. C'est la seule année de sa vie où il a vécu avec sa femme. Et donc ils ont été heureux et ils ont eu un enfant, dont on aura peut-être l'occasion après. C'est devenu après un grand écrivain, membre de l'Académie française, etc. Et puis il fallait un boulot, ils n'avaient pas de boulot, et puis la seule solution qu'on lui propose, c'est de prendre un poste de professeur de physique à Bourg-en-Bresse. Donc Bourg-en-Bresse, pour les gens qui ne sont pas de la région, c'est à combien de kilomètres? Il faut y aller en voiture. Il faut y aller en voiture. 110 km, je sais pas, c'est un peu long. Une centaine de kilomètres. C'est un petit peu loin de Lyon. Et malheureusement, et la fin sera terrible de mon histoire, Julie commence à être malade. On ne sait pas très bien ce qu'elle a, mais elle commence à être malade, et donc il lui est impossible de suivre son mari avec son enfant à Bourg-en-Bresse. Donc elle reste à Lyon et commence donc une période très difficile, très douloureuse pour André-Marie, puisqu'il est seul à Bourg-en-Bresse à faire ses cours de physique et à se languir de sa femme qu'il aime tant. Alors là, il y a une avalanche de lettres tout à fait touchantes et tout à fait tristes. Comment se sortir de cette impasse? André-Marie est inspecté par un inspecteur de l'éducation nationale qui s'avère être un physicien, un astronome plus précisément, de l'Académie des sciences. Et il lui dit, si vous voulez un poste au lycée de Lyon, qu'on appelle aujourd'hui le lycée Ampère, hein, à l'époque ce n'était pas le lycée Ampère, si vous voulez un poste au lycée de Lyon, il n'y a qu'une seule solution, vous devriez démontrer un ou deux théorèmes de mathématiques. Comme ça, vous seriez plus célèbre et je pourrais vous recommander pour avoir un poste à Lyon. Alors, il écrit à sa femme, il faut absolument que je démontre un théorème. Et il commence à travailler fébrilement sur un théorème de probabilité. Il estime que ça va lui durer une semaine, mais en fait, ça lui durera presque un an. Donc, il écrit son premier texte mathématique qui sera publié à l'Académie des sciences. Alors, je passe quelques détails. C'est un test de probabilité sur un texte qui discute de la probabilité de gagner au jeu. En tout cas, ça marche. Ça fonctionne. Ça marche, et donc il est nommé un an plus tard professeur au lycée lyonnais. Mais Julie décède 3 mois plus tard. Voilà. Et donc là, c'est peut-être le moment le plus douloureux de sa vie. Il perd sa femme. Donc la religion était très importante pour lui, et donc la perte de sa femme l'a plongé dans une période de doute religieux dont il va sortir une dizaine d'années plus tard. Mais il va mourir profondément catholique, même mystique. Il décide de partir à Paris. Mais c'est relativement important, enfin oui, c'est assez important. Toute sa vie, il écrira des lettres en disant même Lyon, c'est quand même bien mieux que Paris. Et alors pourquoi il va à Paris? Parce que c'est l'occasion de changer de vie, hein, sa femme est morte, et on lui fait une offre, et puis il faut un job, il faut du boulot, quoi. Et on le nomme comme professeur répétiteur, comme on appelait à l'époque, à l'école polytechnique. Sachant que l'école polytechnique, à l'époque, venait juste d'être créée, hein, on est au début du XIXe siècle, et il commence sa carrière d'enseignant à Polytechnique. Et là, il y a des textes même assez drôles
il semble assez certain que c'était un très mauvais professeur. Ah bon. Incapable de s'exprimer, incapable de suivre un plan, habillé de manière ridicule qui faisait rire tous les étudiants. Il y a des anecdotes incroyables où on se rend compte que les étudiants manipulaient le professeur de manière éhontée, tout le monde se moquait de lui. Enfin, c'était le professeur, on peut en parler maintenant, un peu le professeur tournesol, parce que Ampère est devenu le symbole du savant fou, du savant distrait. Qui se trompe, qui est gentil, mais qui n'est pas vraiment là. Qui n'est pas vraiment là, on lui parle, il n'écoute pas, et il est devenu un peu ce symbole. Et alors on raconte que l'une des premières bandes dessinées françaises à la fin du XIXe siècle, dessinée par un certain Christophe, qui s'appelle Le savant Cosinus. Et ça raconte les histoires d'un savant qui passe son temps à faire des bêtises, à se tromper, etc. Voilà. Eh bien, le savant Cosinus a été directement inspiré du portrait de Ampère. Donc Ampère est à l'origine de cette idée du savant fou, et le savant Cosinus a inspiré directement Hergé pour le professeur Tournesol. Ah. Hein, donc il y a là quelque chose que je trouve intéressant. Un personnage. Il est le personnage qui incarne la distraction du savant, l'incapacité de communication, le brave type mais qui ne nous écoute pas. Et son biographe principal, Arago, qui était même son ami, écrit des phrases du genre il n'était pas fait pour enseigner. Et pourtant, toute sa vie, il a enseigné. Il a été professeur à l'École polytechnique, puis professeur au Collège de France, puis professeur à la Sorbonne, et puis surtout, comme il a besoin d'argent, il a accepté un drôle de poste, qui était inspecteur. Inspecteur de l'éducation nationale, qui a été fondée par Napoléon au début début 19e. Et toute sa vie, Ampère, entre 2 et 4 mois par an, allait de lycée en lycée. On peut imaginer en calèche. Hein. Oui. Il allait de lycée en lycée pour inspecter les professeurs de tous les lycées de France. Et donc, toute sa vie a été dans le monde enseignant, hein, puisqu'il il était professeur, et pourtant, il n'était pas bon. Voilà. J'ai lu un article il y a quelque temps qui étudie l'influence de la Révolution française sur le salaire des mathématiciens. Hein. Et là, on se rend compte que, avant la Révolution française, ils faisaient ce qu'ils pouvaient. S'ils étaient nobles, ça allait bien, mais ils s'en sortaient comme ils pouvaient. Alors qu'à partir du début du XIXe siècle, ils ont des moyens d'avoir un salaire institutionnel. Et on est précisément avec Ampère. Ampère, il a raté la Révolution. Hein, il était trop jeune. Et donc, il a commencé sa vie scientifique, disons, en 1800. Est-ce qu'on peut présenter peut-être les inventions, les découvertes d'Ampère qui nous touchent aujourd'hui, qu'on a dans notre quotidien et dont on n'a pas forcément conscience quand on n'est pas intéressé par la question Alors, c'est une question intéressante et je ne sais pas très bien comment. Je vais essayer d'y répondre, mais je ne suis pas sûr d'y réussir. On pourrait parler tout de suite de l'ampère, de l'électricité, etc., mais on en parlera peut-être après. Ce que je trouve vraiment curieux et en même temps qui fait un peu réfléchir sur la vie, c'est que Ampère est connu aujourd'hui à cause de l'électricité. Et même la plupart des gens ne savent absolument pas ce que c'est qu'un ampère, mais ils ont tous entendu le volt, l'ampère. J'aimerais bien faire un micro-trottoir à la sortie du métro Ampère. Voilà, vous pouvez, Mais qu'est-ce que les gens, quand on leur dit ampère, ça leur dit quelque chose. Mais ça leur dit quoi? En général, rien. Et l'autre jour, je me posais la question de savoir combien de personnes sur la planète, on est 7 milliards là, combien de personnes ont entendu le nom ampère? Énormément. Énormément, peut-être. Je ne sais pas, mais moi j'aurais envie de 1 milliard qui connaissent le nom, quoi. Il n'y a presque personne dont on connu d'1 milliard de personnes. C'est vraiment
en quelque sorte un grand succès. Puis en même temps, c'est une catastrophe, parce que personne ne sait ce que c'est qu'un ampère. Moi, je ne suis pas capable de l'expliquer. Voilà. Donc ça me fait un peu réfléchir sur la notoriété. Là, dans ce musée de l'électricité autour de nous, il y a des tas de portraits de gens dont le nom est complètement oublié et qui peut-être ont une contribution à la science peut-être aussi importante qu'Ampère, mais on n'a pas donné leur nom à une unité d'électricité, donc ils ont un petit peu tombé dans l'oubli. Ben, c'est comme ça, quoi. Voilà. On parle d'électricité maintenant ou on parle d'autre chose? Par exemple, si on avait demandé à Ampère, à la fin de sa vie, qu'est-ce que vous avez fait de mieux dans votre vie? Eh bien, je suis certain qu'il n'aurait pas du tout parlé d'électricité. Ampère a passé une année de sa vie intense avec l'électricité, entre 1820 et 1821. On en parlera après de l'électricité. Mais c'est un moment, un peu un flash dans sa vie, c'est un moment très, très précis. Oui, il faut se rendre compte de l'échelle voilà. Dans une vie, une année. Une année, voilà. Et en fait, si on avait demandé à Ampère qu'est-ce que vous avez fait de mieux, je suis presque sûr qu'il aurait répondu la classification des sciences. Alors j'explique et je trouve que c'est assez intéressant. Alors il a dit je vais classer les sciences. Comme ça, en branches comme ça. Mais c'est-à-dire physique, chimie. Par exemple. Hein, mais ouais. Voilà. Et alors il a dit je vais faire une classification binaire. Qu'est-ce que ça veut dire une classification binaire? Ça veut dire il y a la science et puis il y a deux branches. Chaque branche en donne deux, chaque branche en donne deux. D'accord. 2. Donc il y a 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 et 512. Et il a donc continué jusqu'à 512 sciences. Sauf que, et c'est assez génial, en décomposant les sciences comme ça, quelquefois il y avait un trou. Il y avait une science qui n'existait pas, mais qui aurait dû exister. Et il y a au moins deux noms que tous les scientifiques connaissent, qui ont été inventés par Ampère, parce qu'il y avait un trou. L'un d'entre eux, c'est la cinématique, donc la science du mouvement, qui n'existait pas à l'époque. Et un deuxième, qui est encore plus fabuleux, je trouve, c'est le mot cybernétique. Ampère s'intéressait vraiment à toutes sortes d'activités intellectuelles, et en particulier son copain, oui, je crois copain, il s'appelait Cuvier. Donc Cuvier était un très grand biologiste qui est assez connu pour s'être complètement planté, on peut dire, dans le sens que il était absolument convaincu que les espèces animales ou végétales étaient fixes, autrement dit, avaient été créées par Dieu et n'étaient en aucun cas en évolution. On est dans une période très ancienne, hein, on est bien sûr avant Darwin, hein, et donc à cette époque, un certain nombre de personnes commencent à remarquer qu'il y a des analogies entre, je sais pas, un cheval et un homme, qu'après tout, ils ont des poumons, des cœurs, etc. En gros, ça ressemble un petit peu, mais après, est-ce qu'il y a des analogies entre un homme et un escargot, par exemple? Là, la question devient plus délicate. Et donc Cuvier était persuadé de la fixité des espèces animales. Et le grand ennemi, enfin l'ennemi scientifique de Cuvier, c'est Geoffrey de Saint-Hilaire, qui, lui, l'un des premiers, sans proposer, comme Darwin, une explication pour l'évolution de la vie, a essayé de considérer que toutes les espèces animales étaient en quelque sorte des variations les unes des autres, qu'elles étaient associées ou ayant une espèce de structure commune à toutes les espèces animales ou végétales. Et Ampère s'est passionné pour cette question, qui pourtant n'était pas du tout de son domaine. Hein, aujourd'hui, les choses ont tellement changé, et j'en suis un peu triste, c'est que moi, pauvre mathématicien, je n'ai pas le droit de me lancer dans un commentaire ou une discussion scientifique qui traite de biologie, parce qu'on va me dire, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu ne connais rien à la biologie, et ça serait vrai. Alors qu'à l'époque, un type comme Ampère, qui avait une espèce d'intérêt gigantesque sur tout ce qui est tout, eh bien, il s'est lancé à corps perdu dans cette discussion du côté de Geoffroy de Saint-Hilaire et contre Cuvier, et il a fait je ne sais combien
de conférences, écrit je ne sais combien d'articles pour essayer de démontrer l'analogie entre toutes les espèces animales. Et on raconte des tas d'histoires qu'un jour, je ne sais qui l'interpelle en disant et voilà, c'est une bonne illustration du personnage Ampère qui n'avait pas les codes de la société. Un jour, quelqu'un l'interpelle et lui dit « Ah bon, vous croyez que tous les animaux sont pareils et alors, quelle analogie faites-vous entre vous-même et un escargot ?» Et Ampère, au lieu de comprendre que c'était un peu une blague, quoi, voilà, il a pris la question au premier degré et il a commencé à réfléchir à la façon dont on peut trouver effectivement une analogie entre l'escargot et l'être humain. Alors, si j'ai bien compris, il faut replier l'humain en deux. C'est des trucs un peu bizarres, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une contribution indirecte, mais qui a été importante pour Ampère, qui était une discussion scientifique importante au XIXe siècle. On parle d'électricité ? Oui, s'il voilà. vous plaît. Par exemple, parlons de ça. Courant électrique. On dit tous les jours un courant électrique. Ampère est l'un de ceux qui ont compris le premier que l'électricité est une espèce de fluide qui coule dans un fil. D'accord ? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ampère ? Eh bien, c'est une mesure de la quantité de fluide qui passe par seconde. Hein ? Mais ce n'est pas pour ça qu'il est connu, Ampère. Ici, il est connu à cause du nom de l'unité de mesure de l'ampère, mais il est surtout connu pour avoir inventé l'électrodynamique. Alors, je vais essayer d'expliquer en gros, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est très important pour la physique et pour la compréhension du monde dans lequel on vit. Jusque 1820, on connaissait le phénomène électrique, et ça, on le voit avec la foudre dans le ciel ou des choses comme ça. Et on connaissait le phénomène magnétique, les boussoles, les aimants, etc. Et les physiciens écrivaient des livres où essayaient de comprendre l'électricité et le magnétisme comme étant des phénomènes différents. C'était deux sujets, en quelque sorte, qui n'avaient rien à voir. Et c'est Ampère qui a eu le coup de génie de dire que ces deux choses-là, c'est la même chose. Le magnétisme et l'électricité ne sont que deux incarnations de la même force fondamentale de la nature. Alors il est mort en Une anti-sèche. Il est mort en 1836. Alors il est mort en 1836. Et c'est un peu triste même parce que, je vous l'ai dit, il était inspecteur de lycée, donc il se promenait dans toute la France. Il est mort à Marseille, alors qu'il était en train d'inspecter le lycée, je ne sais pas comment on appelle, enfin, le lycée de Marseille. Et puis, en quelque sorte, tout le monde n'a pas été vraiment remarqué. Il a été enterré à Marseille. Son corps a été rapatrié bien plus tard au Père-Lachaise pour qu'il soit à côté de son fils, qui était bien plus célèbre à un moment que lui. Donc voilà, une fin de vie un peu tristounette, un peu silencieuse. Il est beaucoup représenté artistiquement, il y en a beaucoup oui. de représentations. Oui, et je pense que l'une des raisons, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que son caractère distrait, le fait qu'il est le prototype du savant fou, fait que son image a été beaucoup utilisée précisément à cause de ça. Alors, peut-être un petit truc que je peux vous raconter aussi sur lui. C'était quand même un bourgeois pas drôle. Hein. Alors, il s'est passé un truc incroyable avec son fils. Le fils, Jean-Jacques, est né, nous le savons donc, en 1896. Non, il est marié avec... Il n'a pas écouté. Hein. Non. Jean-Jacques est né en 1801. D'accord. Bon. Eh bien, il avait 18 ans. Il va voir son papa à Paris. Et ils vont dans les salons où on cause. Et le salon où on cause, c'est Madame de Récamier. Très belle femme, mais qui avait à l'époque, je crois, 45 ans. Plus encore. Et l'autre, il avait 18 ans.
17 ans. Coup de foudre. Et donc le fils tombe amoureux, il tombe amoureux de Madame de Récamier. Et Madame de Récamier était une femme qui avait autour d'elle toute une cour, une espèce des salons, c'est bien connu, les salons de Madame de Récamier. Et je ne sais pas s'ils ont consommé, je ne sais pas. Mais il s'est passé un moment qui a été extrêmement dur pour le pauvre André-Marie Ampère, puisqu'il voyait son fils sortir avec Madame de Récamier, qui avait son âge à lui. Voilà. Et ça a été un drame, parce que Ampère, non, on est dans les commérages, Ampère André-Marie n'avait qu'un seul souhait pour son fils, le marier avec la fille de Cuvier, dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Et Jean-Jacques, lui, non, c'est pas ça qu'il voulait faire. C'était Madame de Récamier, et Madame de Récamier était très, très impressionnante, belle, voilà, tout à fait, c'est une très belle femme. Voilà. Et puis l'histoire est un peu triste, enfin à moitié, puisque Jean-Jacques s'est fait plaquer quelques années plus tard, quoi, voilà. Par Récamier, voilà. Mais bon, c'est pas très important pour l'histoire de la science. Hein. Voilà. Ce que je voudrais retenir d'Ampère, c'est un homme passionné. Passionné par beaucoup de choses intellectuelles, mais aussi passionné par Julie d'abord, mais aussi passionné par la nature, il y a des lettres où il raconte ses promenades dans les forêts, ici, dans les environs. Il raconte qu'il passait des journées entières dans la forêt à déclamer de la poésie. On ne sait pas ce qu'on imagine vraiment du mathématicien ou du physicien, quoi. C'est quelqu'un qui est extrêmement entier, extrêmement, je dirais, sympathique, en dépit de sa distraction, quoi. Je trouve que Ampère représente vraiment bien cette époque où un homme bien fait peut s'intéresser à tout, quoi. Et avec succès pour la majorité des trucs. Il y a des trucs qu'il a fait qui n'avaient pas d'intérêt. La classification des sciences, je ne suis pas sûr que ce soit intéressant, je suis même sûr que ce n'est pas intéressant. Ces élucubrations sur la théologie sont probablement n'ont plus d'intérêt ou pas d'intérêt, j'en sais rien. Bien sûr, son œuvre en physique, qui n'a duré qu'un an, est éternelle. Franchement, là, c'est vraiment admirable, quoi. C'est vraiment admirable. C'était un homme sensible, qui devait pleurer tout le temps. Enfin, c'était un homme sensible. Voilà, un homme sensible. C'était une bonne conclusion. Merci, voilà. Étienne Gis. Vous retrouverez toutes les informations qu'on a données durant cette vidéo dans la barre d'informations, comme il est d'usage sur YouTube. Et si vous voulez vous documenter un petit peu plus, nous mettrons en ligne une bibliographie sur le site Culture Génum. Et quant à moi, eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Et moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà. Ampère fait partie de cette famille de grands scientifiques qui voient les choses de très haut et aboutit à un truc absolument incroyable. Qui cherche une harmonie. Voilà, une harmonie, c'est ça. Harmonie, c'est le mot. Voilà, qui cherche l'harmonie et qui la trouve. Oh, on a parlé du bonhomme d'Ampère, on n'a pas parlé du bonhomme d'Ampère. Du bonhomme d'Ampère ? Ah, le bonhomme d'Ampère. Ça vous dit rien, le bonhomme d'Ampère? Oh là là, vous n'avez jamais fait de physique? Alors, tous les étudiants de première année d'université en général, en physique ou en maths, apprennent ce qu'on appelle la règle du bonhomme d'Ampère. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, quand un courant électrique circule dans un fil, et s'il y a une boussole quelque part, la boussole va tourner. Et la question, c'est dans quel sens elle tourne. Alors, Ampère a instauré une règle, dite du bonhomme d'Ampère. Et il a fait un petit dessin qu'on trouve un peu partout. Peut-être qu'on pourra le montrer sur le... Il a fait un petit dessin. Alors l'idée est la suivante, c'est que si Ampère se couche le long du fil, avec le courant qui arrive par les pieds et qui sort par la tête, s'il regarde la boussole, eh bien la boussole tourne à gauche. Voilà. Donc le petit dessin que en principe, tous les étudiants connaissent, donc on leur fait faire des exercices de physique, tout ça, l'étudiant doit s'imaginer par la pensée, doit s'imaginer s'allonger sur le fil, regarder le point et regarder vers la gauche. Alors ça, c'est ce qu'apprennent les Français, la règle du bonhomme d'Ampère.
Les Américains utilisent plutôt un tire-bouchon. On prend un tire-bouchon qu'on fait glisser, qu'on tourne le long du fil. Je me souviens, quand j'étais étudiant, moi je disais FBI, FBI, FBI. F, c'est la force. B, c'est le champ magnétique. Et I, c'est l'intensité, c'est le courant électrique. Donc si vous avez un courant électrique qui circule comme ça, avec un champ magnétique comme ça, alors la force, elle vient comme ça.